De retour dans D'accord, pas d'accord, toujours avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Régis Sommier qui est grand reporter chez RT France. L'éducation nationale doit absolument réinvestir la France périphérique. C'est le cri du cœur de Jean-Baptiste Noyac. Cet entrepreneur a ouvert un collège pour les enfants de ces territoires dits oubliés. Il témoigne de sa démarche dans un livre Excellence Ruralité. Jean-Baptiste Noyac, bonsoir. Vous êtes l'invité de D'accord, pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment a débuté cette démarche? Elle vient d'où? En fait, en 2015, j'ai rencontré Christophe Guilluy, le géographe et sociologue qui avait théorisé un petit peu l'idée de France périphérique, qui avait mis des mots en premier sur la détresse de ces territoires situés en dehors des grandes métropoles. Bien avant l'arrivée des Gilets jaunes. Exactement. Il les avait vus venir, en fait, 10 ans avant, on peut dire. Et à l'époque, moi, je travaillais dans un réseau qui développe des écoles dans les zones urbaines sensibles, des écoles alternatives. Et je me suis dit, mais en fait, des gens qui interviennent dans ces territoires, dans les banlieues, il y en a beaucoup. Mais finalement, dans la France périphérique, il n'y en a pas tant que ça. Ce qu'il a dit, en fait, ce que disait Guilluy me parlait pas mal parce que moi j'ai passé toute mon adolescence dans les champs de betteraves autour de l'aéroport de Roissy et donc j'ai eu envie de me mettre au service de cette jeunesse-là et c'est comme ça qu'on a ouvert cette première école, cette école pilote dans un endroit qui est un petit peu emblématique, qui concentre beaucoup des difficultés de la France périphérique à l'affaire, où il y a 50% de chômage des jeunes et près de 40% de décrochage scolaire. 3000 habitants, c'est ça 3000 habitants, exactement. Charlotte. Et alors justement, vous avez cette école à 5 ans maintenant, vous l'avez fondée là-bas. Alors d'abord, vous avez choisi d'être une école hors contrat, on peut peut-être dire quelques mots. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format, c'est-à-dire hors contrat avec l'État? Vous n'avez pas de contrat avec l'État? Ouais. Alors je n'ai pas vraiment choisi. En fait, quand vous créez une école, elle est forcément hors contrat pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire qu'en effet, vous ne bénéficiez pas de subventions, de financement de l'État. En revanche, vous êtes bien sûr contrôlé régulièrement par lui. Vous avez des inspections régulières pour vérifier, et c'est bien légitime. On est tout à fait demandeur de ça, en fait, qu'il n'y a pas que l'école fonctionne correctement, qu'il n'y a pas de dérive sectaire, qu'on se donne bien les moyens de faire acquérir les savoirs et les connaissances du socle commun à nos élèves. Mais nous, on serait tout à fait demandeurs pour passer sous contrat simple. Il y a deux types de contrats, mais il y a un contrat qui permet de recruter des profs qui ont différents profils et pas uniquement des profs qui ont le diplôme, réussi le concours de l'éducation nationale. Et nous, on voudrait pouvoir avoir cette chance-là pour pouvoir équilibrer un petit peu les horizons de nos professeurs et c'est parce que c'est très important pour nous que les professeurs aient également une compétence d'éducateur. Et donc c'est dans cette dynamique-là, on aimerait beaucoup pouvoir bénéficier du contrat simple. Alors le fait d'être hors contrat, vous l'avez dit, vos professeurs sont éducateurs, on va y revenir un peu plus tard, mais vous avez donc créé cette école sur un parking d'un Lidl désaffecté, donc vous avez mis des Algeco sur ce parking. Vous aviez 11 élèves la première année, au bout de 5 ans, cette année, vous en avez 70 et vous avez déjà des inscriptions pour l'année prochaine. Comment est-ce que vous résumeriez le secret de cette réussite quand même assez incroyable ? Oui, écoutez, en effet, on a 70 élèves cette année, on devrait en avoir plus d'une centaine l'an prochain. Je ne sais pas s'il y a un secret, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est beaucoup adapté au terrain qu'on a constaté. On était déjà dès le départ dans ces démarches de pilote, c'est-à-dire qu'on avait quelques intuitions pédagogiques, mais dès le départ, nous voulions nous mettre au service des personnes que nous allions rencontrer. Donc on a été très à l'écoute à la fois des parents, à la fois des élèves. Et puis donc... Et le premier constat, c'était quoi ? Le premier constat, ça a été d'abord la grande défiance qui existe entre les parents et l'école, en fait, notamment sur la question de la violence à l'école. On a été vraiment frappés. 80% des élèves de notre première année avaient été victimes de harcèlement. Et donc, il y avait vraiment cette grande violence qui frappait les élèves. Et donc, on a essayé de mettre en place un cadre apaisé pour répondre à ça. Le deuxième constat, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été vraiment cette question du niveau scolaire aussi, qui nous a beaucoup frappé parce que on a vraiment été confronté aux résultats des tests PISA, vous voyez, avec près de la moitié des élèves qui arrivent en sixième qui ne savent pas ou qui ont de grandes difficultés à lire un texte simple, des enfants qui ont de grandes difficultés aussi à l'écrit, des enfants qui mettent 20 minutes à écrire 3 lignes, mais vraiment 20 minutes, quoi. Et des enfants dont on avait le sentiment qu'ils n'avaient jamais été confrontés à une forme d'exigence, que ce soit dans la maîtrise du vocabulaire, que ce soit dans la maîtrise de la lecture, que ce soit en tout cas dans le niveau des textes qui leur étaient proposés, que ce soit dans l'orthographe. Voilà. Donc il y avait tous ces éléments-là qui nous ont beaucoup troublés en démarrant. Ouais.
Et alors justement, en fait, vous décrivez dans votre livre, vous attardez pas mal à la fois sur les profils de vos élèves, mais surtout sur les difficultés qu'ils ont. Et alors, il y a beaucoup de facteurs qui sont énumérés. Il y a la question de la place des écrans dans leur vie, la question de l'éclatement des familles, en tout cas de certaines familles, la question d'histoires particulières, parfois vraiment très difficiles, la question de la pornographie qui est très présente dans la vie de certains enfants. Et pourtant, dans ce livre, vous refusez que l'explication de leur niveau scolaire, de leur décrochage scolaire, parfois, soit uniquement d'abord social et même lié à tous ces facteurs-là. Vous affirmez que le problème du niveau de ces enfants, il est d'abord scolaire, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'il y a ailleurs. Et vous le disiez là à l'instant, dans votre livre, en tout cas dans votre école apparemment, à travers ce livre, il est énormément question d'exigence et d'autorité. Et vous avez cette phrase, je vous cite: quand l'école ne transmet plus les codes et les savoirs de l'élite, seule l'élite peut réussir. Et on comprend que l'éducation nationale, elle, parfois joue sur les mots quand il est question d'exigence et d'autorité. Il faut plus de notes et l'exigence, c'est parfois une violence, vue comme une violence. Vous réfutez complètement cette lecture. Pourquoi ? Oui, en fait, depuis, grosso modo, les théories de Bourdieu, on a politisé la vision de la mission de l'école. Et on est arrivé à une idée que finalement, l'école était l'instrument de reproduction de la domination bourgeoise, et donc surtout, on a culpabilisé du coup les professeurs là-dessus en disant tu vas être l'instrument de cette domination. Donc, d'où l'idée de ménager les élèves, en particulier les élèves de milieu modeste. Et le constat qu'on fait, c'est que, en fait, décréter que cette culture est bourgeoise, c'est une lecture politique. Le fait est que c'est la culture dont les élèves auront besoin demain pour croître dans la société, pour trouver leur place, pour se bâtir un avenir. Et donc, notre devoir d'éducateur, c'est pas d'avoir une lecture politique de cette culture, c'est de dire il faut te la transmettre pour que tu puisses plus tard réussir ta vie. Ensuite, ils pourront, Auguste Blanqui a été au collège Charlemagne, ça l'a pas empêché de faire la révolution derrière, si vous voulez. Mais c'était pas le problème de ses profs. Le problème de ses profs, c'était de lui transmettre les moyens d'être libre, quoi. Et alors justement, dans votre livre encore, on apprend que vos enfants sont en uniforme, les écoliers sont en uniforme, le vouvoiement est d'usage. Alors je précise, les écoliers vouvoient leurs professeurs, mais les professeurs vouvoient également les élèves. Est-ce que finalement c'est l'école à l'ancienne ? Est-ce que ça se résume à ça, cette question d'exigence et d'autorité pour vous ? Non, justement, je pense que c'est très important de ne pas fantasmer une école qui a disparu. On ne reviendra pas à l'école à la papa. Il y a en effet l'utilisation de méthodes classiques, le vouvoiement, l'uniforme dont vous parliez, qui sont d'abord un souci d'égalité. L'uniforme, c'est vraiment pour permettre de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, pour éviter que vous ayez un certain nombre de violences qui se traduisent dans l'école, que vous ayez des comparaisons sur les marques, du harcèlement là-dessus. Donc c'est très important d'avoir cette dimension, d'être capable de prendre ce qui a fonctionné, si vous voulez. Mais nous, on prend acte, si vous voulez, que aujourd'hui, plus personne ne fait autorité a priori. Et que du coup, ce cadre, il se bâtit aussi dans une relation entre le professeur et l'élève. Et que c'est cette relation qui va permettre ensuite de créer une confiance et de permettre à l'enfant, du coup, de progresser et de savoir que ce qui lui vient de ce professeur, eh bien, n'est pas... et pour son bien, si vous voulez. Régis. Le livre s'appelle Excellence Ruralité. Est-ce que pour le futur, puisque Charlotte a décrit, vous êtes passé de 11 élèves à 70, est-ce que vous avez un projet d'aller plus loin ? Vous avez déjà des pistes pour ouvrir des écoles un peu partout ? Et est-ce que ce modèle, justement, est destiné au monde rural, à ce monde qui est un peu aujourd'hui, comme on le dit, en jachère. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a aussi un candidat en particulier ou plusieurs dont le programme vis-à-vis de l'éducation vous intéresse plus que d'autres, ou en tout cas pourrait justement faire de votre expérience pilote quelque chose qui permettrait justement d'apporter des solutions à notre jeunesse. Non, mais c'est sûr que cette école, elle a vraiment vocation à se dupliquer. Donc on a une première école aujourd'hui qui a commencé à la faire. Je vous dis, on devrait rapidement déplacer les plus de 100 élèves. On aura une deuxième école qui ouvrira en septembre prochain en Charente. Et donc l'objectif, oui, c'est de dupliquer cette solution et de la mettre à disposition de tous les politiques qui puissent s'y intéresser. Parce que on est convaincu que c'est par l'école qu'on va pouvoir répondre en partie au défi de la France périphérique. Aujourd'hui, les enjeux de ces territoires, ils sont quand même, ils se résument à mon sens à une question, c'est de savoir si
c'est par les habitants de la France périphérique qu'on va pouvoir trouver des solutions à ce qu'il est au déclassement, ou si il faut qu'ils vivent au crochet des métropoles. En fait, c'est est-ce que le revenu universel est la solution pour ces territoires? Et de fait, c'est pas ce que demandent les parents de nos élèves. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que leurs enfants s'en sortent dans la vie. Ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Tout ce que demandaient les premiers gilets jaunes, c'était de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et donc, à mon sens, si on veut permettre à ces personnes de trouver les solutions pour leur territoire, il faut investir dans l'école, parce que c'est dès l'école que ces problèmes-là se traitent. En existant, vous pointez du doigt une carence énorme de l'éducation nationale, finalement. Écoutez, en effet, il y a un certain nombre de lacunes aujourd'hui, à mon sens, dans le système éducatif, mais qui sont identifiées par tout le monde. Je veux dire, il suffit de regarder les classements PISA, il suffit de regarder les évaluations même annuelles effectuées par l'éducation nationale. En fait, le constat, tout le monde le fait. La question, c'est quelles solutions on peut mettre en œuvre. Et ces solutions, à mon sens, il est plus facile de les élaborer dans un cadre extérieur au système éducatif actuel, pour pouvoir jouer sur tous les paramètres. Parce que vous parliez tout à l'heure des candidats à la présidentielle, il y en a, c'est un petit peu la course à la bonne idée, si vous voulez. On a plein d'idées qui fusent de partout, mais à chaque fois, c'est un paramètre. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut, dans un cadre, parce qu'une école, c'est un cadre global, et donc il faut pouvoir jouer sur tous les paramètres en même temps pour pouvoir avoir un impact décisif et ensuite reproduire. Jean-Baptiste Noël, j'aimerais revenir sur une question qu'a un petit peu abordée Charlotte Dornelas. Elle parlait du statut du professeur. Quel statut a le professeur dans vos écoles bientôt, dans votre école? Est-ce que vous avez justement réhabilité ce statut? Est-ce qu'il est craint? Est-ce qu'il est respecté? Oui, alors il est craint, je dirais pas ça, il est respecté en effet, mais pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a créé une relation avec son élève. Il joue avec lui dans la cour, il déjeune avec lui au déjeuner, et donc tout ça fait que c'est pas une fonction devant une fonction, c'est une personne devant une personne, et ça apaise un certain nombre d'appréhensions des élèves, ça recrée la confiance dans le monde adulte qui est hyper important. Et en plus de ça, je crois qu'à notre génération, vous évoquiez tout à l'heure Charlotte Dornelas, les difficultés éducatives auxquelles est confrontée cette jeunesse. Clairement, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie compte tenu des enjeux que vous évoquez, que ce soit l'explosion de la violence juvénile, que ce soit l'explosion l'éclatement des familles, que ce soit les addictions aux écrans. On ne peut pas faire l'économie de la dimension éducative du métier du professeur. Donc il faut investir dans cette dimension-là en donnant un cadre au professeur qui lui permet simplement de passer du temps avec ses élèves, de s'intéresser à eux. Et en plus de ça, ça a un impact énorme dans la confiance et donc du coup dans les apprentissages. Charlotte. Et alors pour prendre un exemple un peu précis, vous revenez et vous insistez beaucoup sur cette question de la violence. On parle beaucoup dans le débat public de la question du harcèlement scolaire qui devient vraiment un sujet extrêmement inquiétant. 80% de vos élèves, vous l'écrivez, en ont été victimes précédemment. Et alors vous, il y a aussi quelque chose qui a vraiment une part importante dans la manière dont vous éduquez aussi ces enfants-là, c'est la question de la sanction, la nécessité de la sanction. Et vous dites d'ailleurs qu'il faut qu'elle soit à la fois équilibrée, il ne suffit pas qu'elle soit trop forte, mais qu'elle soit systématique. Et sur cette question du harcèlement, il y a quelque chose qui m'a intéressée parce que en effet, vous avez des méthodes très traditionnelles et parfois vous avez un peu un côté punk aussi parce que vous dites quand, par exemple, il y a du harcèlement à l'extérieur de l'école, les élèves savent que chez nous, ils encourent des sanctions à l'intérieur de l'école si on apprend qu'il y a eu du harcèlement, notamment via les réseaux sociaux, à l'extérieur. Ça, c'est assez révolutionnaire, on va dire, dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que ça a vraiment des fruits? Est-ce que cette décision, par exemple, très concrète, a tout changé dans le rapport à la violence de vos élèves? Alors, est-ce que c'est celle-là qui a tout changé? Je ne sais pas, mais ce qui est évident, c'est que oui, on ne se défausse pas de notre responsabilité. On ne peut pas savoir que deux de nos élèves, l'un harcèle l'autre, et faire comme si de rien n'était dans la relation avec eux. Forcément, on intervient. Et je dirais même que ne pas intervenir, c'est hyper violent pour la victime. Ça veut dire qu'en fait, l'institution, les adultes ne sont pas cohérents et se déchargent de leurs responsabilités vis-à-vis d'elle. Donc après, sur la question de la violence à l'école, la réponse elle est à la fois en amont. Donc il y a les questions d'uniforme dont on parlait, il y a l'investissement des professeurs éducateurs qui sont présents en permanence et qui du coup vont pouvoir apaiser beaucoup de choses, ils vont pouvoir intervenir s'il y a une dispute dans la cour, ils vont pouvoir se manifester. Mais c'est aussi, vous le disiez, après la nécessité de pouvoir prendre des sanctions qui doivent être systématiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément fortes, mais elles doivent intervenir à chaque fois qu'il y a eu un manquement, parce que sinon c'est une porte ouverte à recommencer.
Et puis, ça peut aller jusqu'à une expulsion définitive. On a des élèves qu'on a été obligés de renvoyer parce que on avait tout essayé et qu'à la fin des fins, eh bien, il faut bien protéger les autres. Et que aujourd'hui, moi, je suis très humble là-dessus par rapport à beaucoup d'établissements publics parce que, en fait, ils pèsent sur ces établissements une obligation scolaire qui est très difficile à gérer. Beaucoup de professeurs se plaignent d'élèves qui ont été renvoyés de plein d'établissements et à cause desquels ils ne peuvent pas faire cours. Et en réalité, on a ici aussi, je pense, une lecture qui manque d'exigence, c'est-à-dire qu'on se dit mais ce serait une violence de classe puisque cet enfant peut-être vient d'un milieu défavorisé de le renvoyer, mais en réalité on fait peser cette violence bien sur tous les autres camarades et donc à mon sens il faut se doter d'établissements qui permettent à la fois d'offrir un cadre à ces enfants qui sont inadaptés au système scolaire dès le collège, un cadre qui leur permette de reprendre de bonnes habitudes en dehors de mauvaises fréquentations, qui leur permettent de trouver leur place et quitte à ce que ce cadre soit un peu plus contraignant que l'école. Et en plus de ça, ça permet aux autres de continuer à progresser, qui, je le rappelle, sont autant de milieux défavorisés que les élèves violents. Ouais. On a vu quand même une accumulation, particulièrement l'année dernière, de faits divers, d'ultra-violence juvénile. Je pense en particulier à l'affaire du petit Yuri qui avait été passé à tabac sur la dalle dans le 15e arrondissement de Grenelle. Ouais, voilà. On s'était rendu compte aussi à l'occasion de ces faits, également des faits d'homicide, que les enfants, en fait, vivaient dans des milieux familiaux ou avec en famille monoparentale, avec une mère qui travaille. En l'occurrence, le petit Yuri, je crois que sa mère était femme de ménage. Ou en tout cas, voilà, avec une absence des parents à la sortie de l'école. Moi, ce que je voulais savoir, c'est dans votre proposition, est-ce que vous faites un pacte avec les parents est-ce qu'il y a un dispositif particulier différent justement de celui de l'école publique qui est de dire voilà vous mettez votre enfant, vous vous engagez parce que bien souvent on arrive toujours à la conclusion que si le problème il est avant tout intrinsèquement dans la famille. Ensuite, il est à l'école, mais c'est un reflet finalement de cette déshérence et de cette absence d'éducation, parce que souvent les gens ne peuvent pas ou sont absents. Voilà. Tout à fait, oui. On a vraiment ce souci de créer une vraie communauté éducative avec les familles, et ça passe. C'est tout bête, mais je parlais tout à l'heure de mettre des personnes devant des personnes. C'est-à-dire qu'on commence l'année par un barbecue de rentrée déjà. On crée du lien qui dépasse le simple cadre scolaire. On n'est pas juste monsieur un tel prof de maths, mais on crée cette relation et du coup on crée de la confiance. Parce que beaucoup de parents aussi qui sont en délicatesse avec l'école, ils l'ont été depuis leur jeunesse. Ils l'ont été depuis leur enfance et ils ont souvent l'impression, quand on les appelle pour leurs enfants qui ont fait des bêtises, qu'on les convoque comme quand ils étaient gosses eux-mêmes, si vous voulez. Et donc il y a vraiment cette nécessité de recréer, d'apaiser les choses avec les familles, parce que comme vous le disiez, évidemment, un enfant ne progresse pas si ses parents ne sont pas derrière. Donc ça, c'est très très important en effet. Et puis c'est d'autant plus important dans ces territoires parce que il y a une vraie fracture du lien social, si vous voulez. Donc retisser de la relation autour de l'école, ça permet de retisser du lien social et il y a une vraie communauté éducative qui se crée autour de l'école comme ça. Charlotte. Alors, il y a une autre question qui est très abordée aussi dans votre livre, c'est la question de l'enracinement. Alors, vous l'abordez de manière extrêmement pragmatique. Vous prenez l'exemple, vous arrivez dans la classe et vos élèves s'étonnent que des Parisiens, aillent s'installer à La Fère, qui est, je les cite, une ville de cassos. Et là, vous comprenez que si vous leur faites pas aimer la Picardie, La Picardie et plus largement la France, ils ne s'aimeront pas eux-mêmes. Je vous cite, vous dites, où est-ce que c'est ? L'enracinement de ces enfants est une condition de leur propre estime d'eux-mêmes. Et ça, comment est-ce que vous le traduisez dans votre enseignement dans cette école ? C'est Simone Veil, la philosophe, qui dit que le besoin d'enracinement est un besoin sans doute le plus méconnu et le plus profond de l'âme humaine, et elle le définit comme le besoin de puiser dans son environnement immédiat, dans son environnement naturel, la plupart de ses références culturelles. Nous, nos élèves, ils ont des prénoms américains, ils écoutent du rap où ils ont un mot en arabe tous les 3 mots. Ils ont, comme vous le disiez, intériorisé que leur territoire était pourri. Ils ont intériorisé que la France était un pays de racistes, de colons et de collabos. Et donc,
il y a une nécessité de les revaloriser dans ce qu'ils sont pour pouvoir leur permettre de se projeter, en fait. Parce que le décrochage scolaire, la réussite à l'école, c'est d'abord la capacité à se projeter, à avoir confiance en soi, une certaine estime de soi. Donc on travaille beaucoup sur la valorisation du territoire. On leur a demandé de choisir un nom qui soit représentatif d'une figure du territoire. C'est pour ça qu'on appelle le cours Clovis, parce qu'on n'est pas loin de Soissons. On leur fait visiter des monuments du territoire le plus régulièrement possible. On leur fait entretenir aussi des relations avec les personnes âgées du territoire qui le connaissent. Et puis, on essaye aussi de valoriser le pays. On essaye de transmettre l'amour de la France, si vous voulez. Mais il ne s'agit pas de le faire pour le bien du collectif, pour le bien du pays, mais bien pour le bien de ses élèves, parce qu'on considère qu'ils ne peuvent pas s'aimer complètement comme s'ils n'aiment pas le petit français qui est en eux, si vous voulez. Et donc ça passe par un enseignement de l'histoire qui soit du récit, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'avoir un roman, mais il ne s'agit pas non plus d'avoir une chronique froide et ennuyeuse. L'objectif, c'est de faire aimer ce pays, de leur faire voir l'importance des destins aussi dans notre pays pour qu'ils puissent se projeter. Et donc l'idée vraiment, c'est de transmettre ce patriotisme de compassion dont parlait Simone Veil, qui puisse regarder même les moments qui sont les moins glorieux de notre histoire avec une forme de compassion, comme on regarderait les moments les moins glorieux de l'histoire de ses parents au soir de leur vie, si vous voulez. Et alors concrètement, vous dites donc exigence, autorité, en même temps éducation, proximité aussi des professeurs qui sont professeurs en classe très clairement et éducateurs dans la cour de récréation. Vous nous parlez de ces visites de monuments, de la réappropriation de leur propre histoire. Au bout de 5 ans, est-ce que ça marche avec tout le monde ? Non, ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a des élèves avec lesquels ça n'a pas marché, notamment au début. J'ai en tête un élève avec lequel ça a été assez difficile. Au bout d'un mois, c'était un enfant qui avait vraiment tiré toutes les mauvaises cartes au jeu de la vie. Il avait un papa qui n'avait pas voulu le reconnaître. Sa maman avait 4 enfants de 4 pères différents. Et du coup, il avait de grosses difficultés à lire. Et donc, en classe, il était en 4e, si vous voulez. Il faisait le bazar pour détourner l'attention, pour qu'on ne s'intéresse pas à ses difficultés. Et donc, il a été sorti de classe et ça a été assez difficile parce qu'il a fallu... il voulait faire le mur, donc je l'ai empêché. Bon, il a été insultant, il a été violent devant tout le monde. Donc, il a fallu prendre une décision. Je lui ai dit, il pourrait revenir si il me présentait des excuses. Ça me gênait pas mal parce qu'en fait, il s'agissait de lui demander de me faire des excuses à moi, alors que ça avait été mais c'était important. Dans ce cadre-là, parce qu'on démarrait l'école, il fallait montrer qu'il y avait un cadre apaisé qu'on voulait faire respecter au sein de l'établissement. Et malheureusement, il n'est pas revenu. Et aujourd'hui, ce gamin, il a passé 3 ans à faire des bêtises. Et puis, finalement, il est dans un épide, un cadre plus contraint. Mais s'il avait pu faire ça plus tôt, ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Alors c'est forcément trop court comme tous les dimanches, mais je recommande vraiment la lecture du livre parce qu'il y a plein de témoignages, même à la fois des parents et des enfants, et puis plein de solutions qu'on pourrait envisager. On sait tous qu'il y a un problème avec l'école. Là, il y a des idées au moins. C'est comme d'hab, pour en revenir. Voilà, on n'a jamais assez de temps. Voilà. Ça s'appelle Excellence Ruralité, c'est aux éditions Première Partie, et la collection c'est Point de bascule. Point de bascule, effectivement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noël d'être venu nous voir ce soir dans D'accord pas d'accord. Merci Régis. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci Patrice. Vous êtes là la semaine prochaine ou pas, vous? Je ne suis pas là la semaine J'ai prochaine. la piscine. Allez. Voilà, j'ai piscine exceptionnellement. Mais la semaine là, d'après, évidemment. On sera là, nous. La semaine prochaine, 18h, en direct sur CNews. Tout de suite, les points sur les i avec Yvan Rioufol.